Bonjour les gens, aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale vu qu'on m'a demandé assez souvent de faire une vidéo sur Fallout et qu'on m'a également demandé de faire une vidéo spéciale pour fêter mes 10 000 abonnés sur YouTube. Je me suis dit qu'on allait faire les deux en même temps, donc je vais faire une vidéo sur Fallout, je vais faire un let's play sur Fallout, je vais finir Fallout en une vidéo, en moins d'une demi-heure. Donc là, derrière, comme vous pouvez le voir, je suis en train de créer un personnage très spécial, dans le sens où évidemment, lorsque tu veux finir Fallout très vite, il faut utiliser des choses pas très naturelles. Donc c'est pour ça que j'ai énormément de chance, par exemple. Ce qui d'ailleurs m'a pas servi tant que ça, mais bon, peu importe. Énormément d'agilité, bien que ce soit toujours utile d'avoir énormément d'agilité dans Fallout, ou que je prenne l'aptitude compétence que je déteste et l'aptitude bon vivant qui est pas nécessairement la plus utile de l'univers et mes talents, qui sont donc discours, voleurs et passe-partout, qui vont évidemment me servir pas mal pour passer outre tout un tas d'obstacles. You're Donc here. là on a notre Good. petite We've got intro. Alors a j'ai pas zappé big les one. cinématiques, The parce controller que c'est chip pas un for our water speedrun. Il y a des gens qui purification peuvent finir system Fallout is premier du giving nom, up the donc ghost. celui-ci en 10 minutes Can't ou make moins. another one. J'ai pas essayé de faire un The speedrun, je process voulais is juste too montrer que je pouvais le complicated finir for a très vite. workaround system. Euh, ou du moins plus vite que c'était prévu, donc j'ai pas zappé We're les running out of cinématiques que drinking je water. considère comme intéressantes. No Donc pour ceux water, qui n'ont jamais joué no à Fallout falls. premier du nom, là, This on is a notre crucial introduction to où our donc survival. l'Overseer, donc le dirigeant de notre And abri, frankly, l'abri 13, nous envoie à l'extérieur I pour aller think you're the récupérer only une hope we puce d'eau, have. vu que celle de notre We're gonna abri need est you to go endommagée, find et que us la another réserve d'eau controller potable de chip. l'abri va donc We estimate arriver à we have court au 4 to bout de 5 150 months jours. Donc ça before veut the dire que la vault quête runs out of principale du water. jeu, ou du moins la première quête We principale du jeu, need est that limitée chip. en temps. We marked your Évidemment, map with the pour ceux qui location of connaissent another l'univers vault. Fallout, il s'avère Not a que la bad puce place d'eau to de start, l'abri I 13 think. n'était pas défectueuse, mais était en fait Look, volontairement just be censée safe. se casser au bout d'un moment, Okay. vu que les concepteurs des abris sont des putains de sadiques. Donc là, on va se retrouver dans la première cave du jeu qui est remplie de vilains petits rats. Je vais également sauvegarder. J'ai pas fait ce run en une seule traite. Je crois que j'ai rechargé une sauvegarde à deux occasions. Alors ça apparaîtra pas dans la vidéo grâce à la magie du montage, mais je crois que j'ai rechargé une quick save à deux occasions. Euh, mais c'est pas non plus super nécessaire de le faire, c'est juste que comme c'est un jeu dans lequel il y a un certain facteur de hasard, même lorsque tu connais le jeu par cœur, tu peux parfois te faire avoir par ce facteur de hasard. Donc là, vous vous demandez peut-être pourquoi les rats ne m'attaquent pas dans cette cave. Eh bien, c'est très simple. Dans Fallout, lorsque tu déclenches le combat toi-même, c'est-à-dire lorsque tu attaques l'ennemi plutôt que lorsque tu attends que l'ennemi t'attaque, c'est toi qui as le premier tour. Du coup, là, ce que je fais, c'est que j'active des combats artificiellement en appuyant sur le bouton A, ce qui me donne le premier tour d'initiative et me permet donc de foutre le camp avant que les rats aient l'occasion de me suivre. C'est une petite astuce qui est d'ailleurs considérée comme un exploit. C'est une petite astuce qui va me permettre d'esquiver certains combats, vu que mon personnage n'est pas du tout étudié pour combattre, vu qu'il n'a pas du tout de force et pas du tout d'endurance. Donc là, on peut se demander, si on est un novice, pourquoi est-ce qu'il part complètement à l'ouest alors que son overseer lui a dit d'aller à l'est. Eh bien, parce que je sais que l'objectif de ma quête est à l'ouest, donc je m'y rends. Donc là, c'est ce dont je parlais, Fallout 1 et même les autres Fallout sont des jeux qui ont un certain facteur de RNG, comme on dit, n'est-ce pas, Random Number Generator, donc un facteur aléatoire, et là je suis tombé sur une rencontre aléatoire. C'est, comme vous pouvez le voir, un petit groupe de rataupes. Comme vous pouvez le voir, ils étaient bien plus effrayants, les rataupes, dans les premiers Fallout qu'ils le sont désormais dans les Fallout en 3D. Mais bon, ça, tu peux pas vraiment y faire quoi que ce soit, hein, même quand tu connais le jeu par cœur, même quand tu t'es mis 10 de chance pour essayer justement d'éviter ce genre de choses, il arrive que tu tombes sur des petites patrouilles au milieu du désert qui évidemment veulent te péter la gueule. Mais il suffit, comme vous pouvez le voir, de s'enfuir pour éviter d'avoir à combattre, puisque je le rappelle, mon personnage est littéralement une crotte, enfin non, littéralement non, et figurativement une crotte au combat, donc je vais pas combattre du tout. Donc là, j'arrive dans ce qui est la base militaire. Donc pour les gens qui connaissent Fallout 1, c'est l'un des endroits les plus dangereux du jeu. Oh, Là, j'ai this tchatché is le garde excellent. qui était à l'entrée pour lui dire de m'emmener Yes, you vers do son have a boss, qui est way le with lieutenant. words, Le don't you? lieutenant, je vais And the l'insulter words are what we pour qu'il want, commence un pal. combat. We shall. Alors la subtilité, c'est que le lieutenant, il commence pas le combat tant qu'il n'est pas arrivé au contact avec toi. Donc plutôt que d'attendre qu'il arrive au contact avec moi, comme vous pouvez le voir, j'ai pris la poudre d'escampette.
Là, je vais passer à travers ça. Alors attention, ces trucs-là, ils peuvent causer jusqu'à 30 points de dégâts. Donc quand tu fais, comme moi, là, une partie rapide dans laquelle t'as pas beaucoup de vie, c'est un peu un pari, une fois de plus. Est-ce que tu vas survivre lorsque tu vas passer à travers ça ou pas? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est important d'avoir quelques petits steam packs dans les poches. Parce que les espèces de petits champs de force, là, ils peuvent causer jusqu'à 30 points de dégâts. Et d'ailleurs, c'est ici un des endroits où j'ai dû recharger une sauvegarde. Parce que la première fois que j'étais passé à travers ce champ de force, j'ai pris 34 points de dégâts et je suis mort. Donc là, je vais réparer ce robot qui, dans l'absolu, sert pas à grand chose. Mais l'intérêt, c'est que réussir sa quête, donc arriver à le réparer, et ensuite utiliser la science pour l'envoyer exploser derrière, en fait, va te filer une quantité d'XP importante, ce qui est utile vu que je vais avoir besoin d'un level up, là, puisque je rappelle que je suis dans l'un des endroits les plus dangereux du jeu, et je suis toujours au niveau 1, là, ce qui est évidemment pas conseillé. Donc ce robot-là, il va aller s'exploser contre un mur, ce qui va me donner une quantité d'XP suffisante pour choper 2 niveaux, je crois. Ça va me permettre d'investir quelques petits points dans voleur, car j'ai besoin d'être bon en vol ici. Donc là, on va retourner devant le champ de force. Alors, je vais prendre un petit steam pack avant de passer dedans, parce que je ne me fais pas confiance. Alors, il est possible de prendre peu de dégâts lorsqu'on passe là-dedans, mais bon, vaut mieux la jouer safe pour éviter de se faire désintégrer. Et c'est littéralement ce qui t'arrive lorsque tu passes à travers. Donc là, comme vous pouvez voir, le lieutenant est toujours là. Alors le lieutenant, le problème, c'est que dès que tu vas t'en approcher, il va vouloir te friter la gueule. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que le lieutenant, je vais le pouler. Donc, comme vous allez le voir, je vais l'attirer gentiment. Comme je l'ai dit, le vrai combat avec le lieutenant ne démarre que lorsqu'il arrive près de toi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher de lui suffisamment pour l'énerver. Et ensuite, je vais l'amener à un endroit où je vais pouvoir gentiment le semer. Donc une fois de plus, ça c'est un gentil petit exploit de l'intelligence artificielle, pas nécessairement très avancé de Fallout premier du nom. Donc personnellement j'aime bien le semer dans cette pièce-là. J'ai remarqué que les vrais speedrunners du jeu arrivent à le semer dans la pièce où il spawn. Comme je l'ai dit, je suis pas un speedrunner, hein. C'est juste que j'ai une connaissance avancée du jeu, donc personnellement je le zappe dans cette pièce-là. Donc ici, on va choper l'un des objets les plus importants du jeu dans cette petite armoire grâce à notre aptitude en passe-partout. On va s'y reprendre à plusieurs fois parce qu'on est, je le rappelle, niveau 2 dans une zone où il faut vraiment pas être au niveau 2. Voilà, donc ici on va choper une clé qui va être très très importante plus tard et un pan de C4 qui va être très très important tout de suite. Donc pour les gens qui n'ont jamais joué à Fallout, l'une des distractions les plus fun dans Fallout est d'utiliser le vol pour placer un explosif tout à fait activé dans les poches de son adversaire. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais placer le timer sur 10 secondes sur cet explosif. A noter qu'il vaut peut-être mieux le placer sur 20 secondes honnêtement parce que quand t'es mauvais en explosif t'as des chances de faire exploser les bombes plus tôt que prévu. Donc là j'ai utilisé le vol, j'ai placé l'explosif dans ses poches. Boum. Du coup il est un peu mort lui. Alors en plus lui il faut faire attention à pas trop s'en approcher parce qu'on le voit pas très bien là mais il a un garde du corps mutant qui est derrière le mur. Et si tu t'approches trop le garde du corps il est un peu fâché et il a un lance-roquette. Donc comme je suis niveau 2 là, lance-roquette c'est pas exactement le genre de choses que je peux encaisser. Donc là, lui, je l'ai vaporisé avec ce pan de C4 et j'ai récupéré sa robe. Sa robe, elle est importante puisqu'en fait, le culte du maître porte cette robe. Et ça va me permettre de me faire passer pour un de leurs potes un petit peu plus tard dans le jeu. Là, on repasse une fois de plus à travers notre champ de force favori. Et on va aller foutre un peu la merde plus loin. Donc là, je vais mettre la robe. Je sais pas si j'en ai vraiment besoin ici, honnêtement, pour passer à travers eux. Mais bon... A noter d'ailleurs que cette robe elle est relativement cool, elle a une puissance d'armure plutôt élevée pour une robe quand on considère. Donc là c'est l'ordinateur central de la base militaire, je vais utiliser la science dessus, comme je suis une daube en science il va évidemment falloir que je m'y reprenne à plusieurs reprises, voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais activer l'ordinateur et activer le code de sécurité que je connais, parce que je connais le jeu un petit peu par cœur. Donc évidemment, en temps normal, t'es pas censé savoir que ce code de sécurité est le code d'autodestruction de la base, mais personnellement, je le sais. Donc on va évidemment se barrer, prendre le gentil petit ascenseur qui est là, et pendant que le compte à rebours évolue, on va prendre la poudre d'escampette et gentiment dire au revoir à tout le monde. Alors lui, il est important dans le sens où tu peux lui voler des steam packs si t'en as plus. C'est pratique, vu que comme je l'ai dit ici, il y a pas mal de champs de force à travers lesquels t'as pas trop le choix de passer. Donc si jamais vous êtes à court de steam pack et que vous avez pris trop de dégâts sur les champs de force, c'est pratique. Lui, il t'interrompt, mais comme j'ai une haute statistique de speech, il est assez aisé de le convaincre
de me laisser passer. Attention évidemment à pas se tromper de dialogue, sinon il te pète littéralement la gueule. Hein. On n'est pas dans Fallout 4, les dialogues ici, ils sont importants. Là, une fois de plus, un champ de force, donc je vais me ressourcer encore avec un Steam Pack. Une petite sauvegarde au passage. Je suis un peu un paranoïaque de la sauvegarde dans Fallout, et dans tous les autres jeux de l'univers d'ailleurs. C'est pas trop étonnant que j'en abuse, même pour faire une vidéo un peu idiote. Là on passe à travers le champ de force. Et on va gentiment se tirer. Voilà. Alors là, il reste un champ de force. Celui-là, je l'ai tenté sans Steam Pack. Donc, comme vous pouvez le voir, il est possible d'y survivre. Mais il me reste 6 points de vie, là. Donc, c'est quand même un pari assez osé. Je déconseillerais, franchement, ce genre de choses. Vaut mieux dépenser un Steam Pack. Prendre le risque de se faire dézinguer par ça. Et voilà, porte de sortie. On arrive devant le garde. On lui dit que je suis un mutant en mission, et comme il est con comme une... Enfin, c'est un mutant, quoi, il est pas très très malin, il me laisse passer, et lui, il m'a laissé passer tout à l'heure, donc il s'en fout de me voir partir, et on se barre pour voir une nouvelle petite cinématique. Voilà, ciao les mutants. Littéralement. Comme vous pouvez le voir, le code d'autodestruction que j'ai activé a plutôt bien fonctionné, et ça fait exploser les cuves de création de mutants. Alors notez que c'est pas un objectif obligatoire pour finir le jeu, la base militaire. Tu peux finir le jeu sans faire la base militaire. Cela dit, là, pour la manière de finir le jeu que je veux faire, j'ai pas le choix parce qu'il me faut en fait la clé que j'ai chopée dans une armoire ici, qui va être en fait un objet extrêmement utile plus tard. Mais tu peux finir le jeu sans finir la base militaire. Si tu le fais, en fait, t'as juste une fin moins bonne. Parce que la base militaire, les cuves vertes qu'on a vu exploser, là, sont en fait des cuves de création de mutants. Donc si tu finis le jeu sans exploser ces cuves, les mutants continuent à fabriquer leur armée. Donc t'as une fin peut-être un peu moins glorieuse que si tu l'as fait exploser. Et tu perds évidemment l'occasion de récupérer une tonne d'XP aussi, parce que je crois que c'est 10 000 points d'XP faire exploser la base militaire. Donc là, une fois de plus, je suis en train de voyager à travers le désert, donc je vais être un peu victime des aléas, une fois de plus, des rencontres aléatoires. En plus, il me semble que je me suis un peu perdu en chemin à un moment. Je suis allé un petit peu trop à l'ouest, alors que je devais aller un petit peu plus à l'est. Et je chope du coup pas mal de rencontres aléatoires en chemin qui m'ont fait perdre un petit peu de temps. Mais bon, comme je le rappelle, mon objectif n'était pas vraiment de faire un un speedrun, pardon, mais plutôt de montrer qu'il est vraiment aisé de finir le jeu très très vite si tu connais les objectifs stratégiques par cœur et que tu sais comment les exploiter. Là, on se fait attaquer par un vilain rat scorpion. On va évidemment prendre la poudre d'escampette parce que le combat, c'est pas trop notre truc. Et le fait qu'on vient de faire exploser une base militaire pleine, on est plutôt du genre pacifiste. Donc là, c'est l'endroit où je fais l'erreur. Je croyais que j'étais dans la bonne zone urbaine. En fait, c'était pas le cas du tout. Du coup, je me suis un peu perdu dans une zone urbaine, là, ce qui est pas malin parce qu'en fait, ces zones-là, donc les zones qui ont l'air un peu plus civilisées sur la carte, ont un taux de rencontres aléatoires plus élevé que le désert. Donc je me suis fait interrompre assez souvent, ce qui est pas idéal quand on essaye d'aller vite. Donc je pense que si certaines personnes veulent essayer de faire un vrai speedrun pour essayer de finir le jeu super vite, vaut peut-être mieux éviter de faire comme moi, de passer à travers la ville, parce que là, comme vous pouvez le voir, je me fais interrompre à pas mal de reprises, et comme Fallout premier du nom est un jeu en tour par tour, lorsque tu tombes sur des rencontres aléatoires qui sont des combats, comme ici par exemple, entre ces pillards et ces marchands, ça peut prendre pas mal de temps d'attendre que les autres, les autres protagonistes, non, les autres personnages du coin fassent leur petite affaire pendant que tu essayes de te sauver discretos par derrière. Alors, il y a une petite remarque à faire quand même sur les rencontres aléatoires du jeu. Aux alentours de la base militaire, il y a une zone où tu as une chance assez élevée de tomber sur une patrouille de super mutants. Celle-là, si tu tombes dessus, t'es foutu. Parce que pour le coup, ils dégainent des armes qui sont extrêmement destructrices. Et quand t'es en train de faire l'idiot comme moi avec un personnage de bas niveau, généralement un tiers d'une arme de super mutant, ça te dépouille super vite. Les super mutants de Fallout premier du nom ne sont pas les super mutants de Fallout 4, ils utilisent pas des armes de merde, ils utilisent des Gatling, ils utilisent des canons laser, ils utilisent des canons plasma, ils te défoncent la tronche très vite. Alors que ces pillards là, par exemple, ils sont vraiment pas super dangereux pour moi. Ils ont des flingues relativement bas niveau, parce que je suis moi-même de bas niveau. Donc les dégâts qu'ils me causent ne vont pas vraiment me poser de soucis.
Ça va me faire mal, mais ça va pas non plus me tuer en un seul coup, ce qui est le principal. En plus, comme j'ai une quantité de chance assez élevée, j'ai quand même pas mal de chances qu'il leur arrive des trucs fâcheux, parce que la chance dans Fallout peut marcher dans un sens comme dans l'autre. Donc là, une fois de plus, une rencontre qui va un petit peu me retarder sur ma progression. Évidemment, la priorité reste la même. Fiche le camp, ne pas engager l'ennemi. Déjà, j'ai pas d'armes. En plus, avec un de force, c'est pas comme si j'allais les impressionner avec mes attaques à main nue. Je pense qu'ils vont probablement pas être très intimidés par mes petites giflettes. On se rapproche lentement mais sûrement de la zone d'extraction. Ça me rappelle un peu les rencontres aléatoires de Fallout Tactics, qui étaient souvent bien casse-burn, hein, du point de vue des zones d'extraction d'ailleurs. Voilà, donc là on est parti. Là pour le coup je suis tombé dans la bonne zone urbaine. On ignore la zone civilisée du haut, on va dans la zone civilisée du bas, qui est la cathédrale, également connue comme le repère du maître. Donc là je fais mon niveau, je prends beau parleur pour augmenter mes aptitudes de discours. Je prends également le passe-partout qui va me servir à ouvrir quelques portes dans le coin, et je booste une fois de plus mon discours. J'en ai pas vraiment besoin des tonnes du discours là sur la fin, puisque je vais pas prendre la fin où je convainc le maître. Je vais prendre la fin plus rapide où tu fais tout péter. Parce que faire tout péter, c'est un peu sa grande passion à mon personnage dans ce run de Fallout. Donc là, je vais utiliser le passe-partout à de multiples reprises. Passe-partout était vraiment une aptitude super utile dans Fallout 1. Vraiment super serviable. Je sais pas si je conseillerais nécessairement de la marquer sur tous les runs, mais c'est toujours au moins une aptitude secondaire vraiment serviable. Là, je vais ouvrir les deux portes verrouillées qui sont au rez-de-chaussée de la cathédrale. Devant tout le monde. Ça, c'était toujours une calvaire dans... Un calvaire, pardon, dans Fallout 1 et 2. Essayer d'ouvrir une porte lorsque tu étais placé comme ça, vu que l'espèce de petit champ de force de visibilité qui était au-dessus de toi gênait toujours la porte pour interagir avec. Là, je vais interagir avec cette mystérieuse étagère qui n'est absolument pas un levier caché. Un petit coup de passe-partout dessus. Et on découvre qu'il y a un passage secret dans le coin que l'on va ouvrir. Alors là, je me rappelle que j'ai utilisé la technique de la mouette là, pour essayer de passer à travers les ennemis sans engager de combat. Le truc, c'est que je crois pas qu'ils soient agressifs si t'as une robe de la cathédrale. Les mutants qui sont là. Il me semble qu'ils te laissent tranquille si t'as la robe que tu as volée à la base militaire. Donc je pense pas que c'était vraiment nécessaire d'utiliser la technique de je crée des combats alors que personne ne m'a attaqué. Donc là, évidemment, on va utiliser notre puissance du speech pour passer à travers les gardes qui sont devant, ce qui est évidemment important, vu que dans le cas contraire, ils te vaporisent la gueule assez vite avec leurs flingues. Et on va se diriger vers les profondeurs de la base du maître. Il est vraiment cradingue, les gars, vous pourriez faire le ménage. Parfait. Là, on va récupérer un autre objet dont je suis pas vraiment convaincu de la nécessité, disons. Parce qu'en fait, c'est un stealth boy qu'on va trouver là-dedans. Alors, les stealth boys étaient vraiment excessivement rares dans les premiers Fallout. Mais ici, tu peux en trouver deux. Ils vont me servir à être invisible un petit peu plus tard. Pour accéder à un objectif très utile. Voilà, on va déverrouiller la porte, déverrouiller l'ascenseur aussi. Le diesel passe partout, c'est un peu giga utile. D'ailleurs, il faudra vraiment qu'il m'explique comment il arrive à déverrouiller un ascenseur à main nue, lui, surtout avec un de force. On va descendre encore un petit peu plus dans les profondeurs. Donc ici, c'est probablement l'endroit le plus dangereux de ce run. Il va falloir que j'arrive à passer au nez et à la barbe de ces deux vaillants gardes mutants qui sont un peu armés comme des oufs. C'est pour ça que je vais essayer de booster mon esquive, là. L'esquive, c'est la furtivité, hein. La traduction française n'était pas non plus irréprochable sur Fallout 1er du nom. Il te permet généralement d'être un peu moins cramé. On va également équiper notre clé qu'on a récupérée à la base militaire et le Stealth Boy. On peut d'ailleurs utiliser que depuis ici, ce que j'ai toujours trouvé assez grotesque, je dois dire. Là, on va se rapprocher de cet ordinateur. Les gardes ne m'ont pas vu parce que je suis invisible. Je vais activer le combat. Voilà. Et utiliser la clé
sur ce joli ordinateur et je vais essayer de foutre le camp en activant le combat sans me faire voir par les gardes. Alors la subtilité ici, c'est que malgré le fait que tu es invisible, tu peux quand même te faire voir par les gardes si tu actives l'ordinateur, donc c'est pour ça que j'essaye de créer des combats une fois de plus factices en activant le combat, en appuyant sur A, pour éviter de me faire voir par les gardes, parce que c'est pareil, ils t'attaquent une fois, t'es mort, hein, lorsque t'es à ce niveau-là. Cause généralement au moins 60-70 points de dégâts par attaque. Comme vous pouvez le voir, je suis aux alentours de 50 points de vie. Donc là, la clé que j'ai récupérée à la base militaire, qui pouvait paraître être un objet anodin dans la base militaire, est en fait la clé du réacteur nucléaire de cet abri qui sert de base au maître, qui est le grand vilain de Fallout 1. Du coup, cette clé que j'ai récupérée à un endroit complètement différent m'a permis d'activer cet ordinateur dans un autre endroit. Une fois de plus, on utilise le speech pour passer gentiment. Voilà, et on fiche le camp au milieu de tout le monde, sans aucun problème. Il y a une autre méthode pour sortir ici, c'est d'enlever la robe de la cathédrale et de parler à un des disciples qui est à l'entrée. Et avec un test de speech suffisamment élevé, tu peux lui dire que tu t'es paumé, ou non, tu peux lui faire du chantage, je crois. Et si tu lui fais du chantage, il te fout dehors. L'avantage, en fait, c'est qu'il te fout dehors de la cathédrale, donc ça te fait sortir plus vite. Mais tu peux le faire également au courant, ça marche aussi bien. Ça t'évite de prendre le risque de te tromper dans le dialogue. Là, on sort gentiment de la cathédrale devant les masses de disciples qui sont en train de se faire laver le cerveau. Hop là. Et voilà comment on finit Fallout en environ 20 minutes. Donc, une fois de plus, une jolie petite cinématique explosive. Une cathédrale qui brûle. Voilà. L'explosion nucléaire, les mecs, cadeau. C'est bon pour le moral. Là, en fait, tu vas être immédiatement téléporté à l'abri 13, ce qui est d'ailleurs complètement débile quand il pense, vu qu'en fait, l'Overseer, si vous vous souvenez, m'a envoyé dans le désert pour récupérer une puce d'eau. Je l'ai pas récupéré, la puce d'eau, hein, puisque c'est en fait pas du tout l'objectif final du jeu, donc la puce d'eau qui est à Necropolis, je l'ai complètement ignorée. Ça m'a pas empêché de finir quand même le jeu. Ça, c'est également assez rigolo, puisqu'à la fin, comme dans tous les Fallout, le jeu te donne une situation un peu globale du désert suite à tes agissements. Et là, il va me donner les conséquences de mes actions à des endroits où je ne suis jamais allé, ce qui est assez rigolo. Oui, à Shady Sands, Tandy est devenue la dirigeante de la Nouvelle-Californie et tout, mais je suis jamais allé à Shady Sands, ou Sabre Ombragé, comme ça s'appelle en VF, si je me souviens bien. Là, on peut voir que Tandy est donc l'une des fondatrices de la Nouvelle-Californie que l'on retrouve évidemment dans beaucoup de jeux Fallout. Junktown, c'est pareil, j'y suis jamais allé. Donc, tu peux voir que malgré le fait qu'il n'interagit pas sur ces endroits, il y a quand même des conséquences. Pas des conséquences non, mais disons, il y a quand même un résultat pour chaque endroit. Même si tu n'y as rien fait. On ferait de l'acier, c'est pareil, je vous ai pas vu les mecs. C'est dommage parce que je vous aime bien dans Fallout 1, vous êtes un peu moins relou que dans les autres Fallout. Quoique dans le 2, ils sont sympas aussi. Dans les autres, ils sont un peu plus rigides, je trouve, la confrérie de l'acier. Un peu plus fanatique, peut-être. Cela dit, il y a une certaine différence d'époque entre Fallout 1 et les autres Fallout qui se passent à peu près tous aux environs des mêmes époques, donc c'est peut-être pas aussi étonnant que ça. Là, on a le résultat de nos amis les pillards, qu'on a un petit peu croisés pour le coup, mais on n'a pas vraiment influé sur leur décision. On va désormais revenir voir l'Overseer qui, alors qu'il n'avait absolument aucune idée de ce qu'était le maître ou les mutants, va être vachement réjoui de nous voir et de nous dire qu'on a sauvé le monde. Alors que je lui ai toujours pas filé sa puce d'eau. Voilà. Tu as sauvé l'humanité, mec. Et au passage, là, on a le droit à l'une des meilleures fins de l'histoire des jeux vidéo. Elle était vraiment cool, cette fin, à l'époque. Je m'y attendais pas du tout, en plus. Évidemment, si vous avez jamais joué au premier Fallout et que vous comptez le faire, je vous conseillerais peut-être de zapper la fin de la vidéo, parce que cette fin, elle est assez cool. Surtout si tu as le très Bloody Mess. Everyone will want to talk to you. Every youngster will look up to you and want to emulate you. Quel bel hypocrite, l'Overseer. They'll want to leave.
What happens to the vault if we lose the best of a generation? What if we are the only safe place in the world? You just gave us back all these lives. I can't take the chance of losing them. I've made a lot of tough decisions since I took this position, but none of them harder than this one. You saved us, but you'll kill us. I'm sorry. You're a hero, and you have to leave. Et voilà, c'est fini. C'est fini Fallout, avec cette fin hautement triste. D'ailleurs, je vous recommande, si jamais vous connaissez bien Fallout, que vous avez bien fini le jeu déjà, écoutez justement la musique qui est censée être jouée là sur cette phase de fin, qui est également dans la phase d'intro. Écoutez bien les paroles, parce que les paroles sont assez amusantes quand tu connais le twist de fin. Les paroles sont tout à fait en fait une petite fenêtre sur ce qui t'attend à la fin du jeu, ce qui est évidemment quelque chose que tu peux pas prévoir lorsque tu lances le jeu la première fois et que tu vois l'intro. C'était tout à fait intelligent de la part des développeurs hein, de choisir spécifiquement cette chanson qui te prévient qu'à la fin, la personne qui t'attend va te coller un gros couteau dans le dos. Bon voilà, c'était une petite vidéo spéciale pour remercier tout le monde de l'attention sur la chaîne YouTube maintenant qu'on a atteint 10 000 abonnés. Et c'était également l'occasion pour moi de enfin vous montrer Fallout 1, vu qu'on me l'a assez régulièrement réclamé. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups, en moins d'une demi-heure les gens. C'est pas un speedrun, mais bon, toujours ça de prix. Allez, ciao tout le monde. Malin parce qu'en fait ces zones-là, donc les zones qui ont l'air un peu plus civilisées sur la carte, ont un taux de rencontres aléatoires plus élevé que le désert. Donc je me suis fait interrompre assez souvent, ce qui est pas idéal quand on essaye d'aller vite. Donc je pense que si certaines personnes veulent essayer de faire un vrai speedrun pour essayer de finir le jeu super vite, vaut peut-être mieux éviter de faire comme moi, de passer à travers la ville, parce que là, comme vous pouvez le voir, je me fais interrompre à pas mal de reprises, et comme Fallout premier du nom est un jeu en tour par tour, lorsque tu tombes sur des rencontres aléatoires qui sont des combats, comme ici par exemple, entre ces pillards et ces marchands, ça peut prendre pas mal de temps d'attendre que les autres, protagonistes, non, les autres personnages du coin fassent leur petite affaire pendant que tu essayes de te sauver discretos par derrière. Alors, il y a une petite remarque à faire quand même sur les rencontres aléatoires du jeu. Aux alentours de la base militaire, il y a une zone où tu as une chance assez élevée de tomber sur une patrouille de super mutants. Celle-là, si tu tombes dessus, t'es foutu. Parce que pour le coup, ils dégainent des armes qui sont extrêmement destructrices. Et quand t'es en train de faire l'idiot comme moi avec un personnage de bas niveau, généralement un tir d'une arme de super mutant, ça te dépouille super vite. Les super mutants de Fallout premier du nom ne sont pas les super mutants de Fallout 4. Ils utilisent pas des armes de merde, ils utilisent des Gatling, ils utilisent des canons laser, ils utilisent des canons plasma. Ils te défoncent la tronche très vite. Alors que ces pillards-là, là, par exemple, ils sont vraiment pas super dangereux pour moi. Ils ont des flingues relativement bas niveau, parce que je suis moi-même de bas niveau. Donc les dégâts qu'ils me causent ne vont pas vraiment me poser de soucis. Ça va me faire mal, mais ça va pas non plus me tuer en un seul coup, ce qui est le principal. En plus, comme j'ai une quantité de chance assez élevée, j'ai quand même pas mal de chances qu'il leur arrive des trucs fâcheux, parce que la chance dans Fallout peut marcher dans un sens comme dans l'autre. Donc là, une fois de plus, une rencontre qui va un petit peu me retarder sur ma progression. Évidemment, la priorité reste la même. Fiche le camp, ne pas engager l'ennemi. Déjà, j'ai pas d'armes. En plus, avec 1 de force, c'est pas comme si j'allais les impressionner avec mes attaques à main nue. Je pense qu'ils vont probablement pas être très intimidés par mes petites giflettes. On se rapproche lentement mais sûrement de la zone d'extraction. Ça me rappelle un peu les rencontres aléatoires de Fallout Tactics, qui étaient souvent bien casse-burne, hein, du point de vue des zones d'extraction d'ailleurs. Voilà, donc là, on est parti. Là, pour le coup, je suis tombé dans la bonne zone urbaine. On ignore la zone civilisée du haut, on va dans la zone civilisée du bas, qui est la cathédrale, également connue comme le repère du maître. Donc là, je fais mon niveau, je prends beau parleur pour augmenter mes aptitudes de discours. Je prends également le passe-partout qui va me servir à ouvrir quelques portes dans le coin. Et je booste une fois de plus
mon discours. J'en ai pas vraiment besoin des tonnes du discours là sur la fin, puisque je vais pas prendre la fin où je convainc le maître. Je vais prendre la fin plus rapide où tu fais tout péter. Parce que faire tout péter, c'est un peu sa grande passion à mon personnage dans ce run de Fallout. Donc là, je vais utiliser le passe-partout à de multiples reprises. Passe-partout était vraiment une aptitude super utile dans Fallout 1. Vraiment super serviable. Je sais pas si je conseillerais nécessairement de la marquer sur tous les runs, mais c'est toujours au moins une aptitude secondaire vraiment serviable. Donc là, je vais ouvrir les 2 portes verrouillées qui sont au rez-de-chaussée de la cathédrale. Devant tout le monde. Ça, c'était toujours un calvaire dans Fallout 1 et 2. Essayer d'ouvrir une porte lorsque tu étais placé comme ça, vu que l'espèce de petit champ de force de visibilité qui était au-dessus de toi gênait toujours la porte pour interagir avec. Là, je vais interagir avec cette mystérieuse étagère qui n'est absolument pas un levier caché. Un petit coup de passe-partout dessus. Et on découvre qu'il y a un passage secret dans le coin que l'on va ouvrir. Alors là, je me rappelle que j'ai utilisé la technique de la mouette là, pour essayer de passer à travers les ennemis sans engager de combat. Le truc, c'est que je crois pas qu'il soit agressif si t'as une robe de la cathédrale. Et dans ce qui est la base militaire, donc pour les gens qui connaissent Fallout 1, c'est l'un des endroits les plus dangereux du jeu. Là, j'ai tchatché le garde qui était à l'entrée pour lui dire de m'emmener vers son boss, qui est le lieutenant. Le lieutenant, je vais l'insulter pour qu'il commence un combat. Alors la subtilité, c'est que le lieutenant, il commence pas le combat tant qu'il n'est pas arrivé au contact avec toi. Donc plutôt que d'attendre qu'il arrive au contact avec moi, comme vous pouvez le voir, j'ai pris la poudre d'escampette. Là, je vais passer à travers ça. Alors attention, ces trucs-là, ils peuvent causer jusqu'à 30 points de dégâts. Donc quand tu fais, comme moi, là, une partie rapide dans laquelle t'as pas beaucoup de vie, c'est un peu un pari, une fois de plus. Est-ce que tu vas survivre lorsque tu vas passer à travers ça ou pas? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est important d'avoir quelques petits steam packs dans les poches. Parce que les espèces de petits champs de force, là, ils peuvent causer jusqu'à 30 points de dégâts. Et d'ailleurs, c'est ici un des endroits où j'ai dû recharger une sauvegarde. Parce que la première fois que j'étais passé à travers ce champ de force, j'ai pris 34 points de dégâts et je suis mort. Donc là, je vais réparer ce robot qui, dans l'absolu, sert pas à grand chose. Mais l'intérêt, c'est que réussir sa quête, donc arriver à le réparer, et ensuite utiliser la science pour l'envoyer exploser derrière, en fait, va te filer une quantité d'XP importante, ce qui est utile vu que je vais avoir besoin d'un level up, là, puisque je rappelle que je suis dans l'un des endroits les plus dangereux du jeu, et je suis toujours au niveau 1, là, ce qui est évidemment pas conseillé. Donc ce robot-là, il va aller s'exploser contre un mur, ce qui va me donner une quantité d'XP suffisante pour choper 2 niveaux, je crois. Ça va me permettre d'investir quelques petits points dans voleur, car j'ai besoin d'être bon en vol ici. Donc là, on va retourner devant le champ de force. Alors, je vais prendre un petit steam pack avant de passer dedans, parce que je ne me fais pas confiance. Alors, il est possible de prendre peu de dégâts lorsqu'on passe là-dedans, mais bon, vaut mieux la jouer safe pour éviter de se faire désintégrer. Et c'est littéralement ce qui t'arrive lorsque tu passes à travers. Donc là, comme vous pouvez voir, le lieutenant est toujours là. Alors le lieutenant, le problème, c'est que dès que tu vas t'en approcher, il va vouloir te friter la gueule. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que le lieutenant, je vais le pouler. Donc, comme vous allez le voir, je vais l'attirer gentiment. Comme je l'ai dit, le vrai combat avec le lieutenant ne démarre que lorsqu'il arrive près de toi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher de lui suffisamment pour l'énerver. Et ensuite, je vais l'amener à un endroit où je vais pouvoir gentiment le semer. Donc, une fois de plus, ça c'est un gentil petit exploit de l'intelligence artificielle, pas nécessairement très avancé de Fallout premier du nom. Donc, personnellement, j'aime bien le semer dans cette pièce-là. J'ai remarqué que les vrais speedrunners du jeu arrivent à le semer dans la pièce où il spawn. Comme je l'ai dit, je suis pas un speedrunner, hein. C'est juste que j'ai une connaissance avancée du jeu, donc personnellement, je le zappe dans cette pièce-là. Donc ici, on va choper l'un des objets les plus importants du jeu dans cette petite armoire grâce à notre aptitude en passe-partout. On va s'y reprendre à plusieurs fois parce qu'on est, je le rappelle, niveau 2 dans une zone où il faut vraiment pas être au niveau 2. Voilà, donc ici on va choper une clé qui va être très très importante plus tard et un pan de C4 qui va être très très important tout de suite. Donc pour les gens qui n'ont jamais joué à Fallout, l'une des distractions les plus fun dans Fallout est d'utiliser le vol pour placer un explosif tout à fait activé dans les poches de son adversaire. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais placer le timer sur 10 secondes sur cet explosif. A noter qu'il vaut peut-être mieux le placer sur 20 secondes, honnêtement, parce que quand t'es mauvais en explosif, t'as des chances de faire exploser les bombes plus tôt que prévu. Donc là, j'ai utilisé le vol. J'ai placé l'explosif dans ses poches. Boum. Du coup, il est un peu mort, lui.
Alors en plus, lui, il faut faire attention à pas trop s'en approcher, parce qu'on le voit pas très bien, là, mais il a un garde du corps mutant qui est derrière le mur. Et si tu t'approches trop, le garde du corps, il est un peu fâché. Et il a un lance-roquette, donc comme je suis niveau 2, là, lance-roquette, c'est pas exactement le genre de choses que je peux encaisser. Donc là, lui, je l'ai vaporisé avec ce Pansy 4 et j'ai récupéré sa robe. Sa robe, elle est importante, puisqu'en fait, le culte du maître porte cette robe. Et ça va me permettre de me faire passer pour un de leurs potes un petit peu plus tard dans le jeu. Là, on repasse une fois de plus à travers notre champ de force favori. Et on va aller foutre un peu la merde plus loin. Donc là, je vais mettre la robe. Je sais pas si j'en ai vraiment besoin ici, honnêtement, pour passer à travers eux. Mais bon. À noter d'ailleurs que cette robe, elle est relativement cool. Elle a une puissance d'armure plutôt élevée pour une robe quand on considère. Donc là, c'est l'ordinateur central de la base militaire. Je vais utiliser la science dessus. Comme je suis une daube en science, il va évidemment falloir que je m'y reprenne à plusieurs reprises. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais activer l'ordinateur et activer le code de sécurité que je connais, parce que je connais le jeu un petit peu par cœur. Donc évidemment, en temps normal, t'es pas censé savoir que ce code de sécurité est le code d'autodestruction de la base, mais personnellement, je le sais. Donc on va évidemment se barrer, prendre le gentil petit ascenseur qui est là, et pendant que le compte à rebours évolue, on va prendre la poudre d'escampette et gentiment dire au revoir à tout le monde. Alors lui, il est important dans le sens où tu peux lui voler des steam packs si t'en as plus. C'est pratique, vu que comme je l'ai dit ici, il y a pas mal de champs de force à travers lesquels t'as pas trop le choix de passer. Donc si jamais vous êtes à court de steam packs et que vous avez pris trop de dégâts sur les champs de force, c'est pratique. Lui, il t'interrompt, mais comme j'ai une haute statistique de speech, il est assez aisé de le convaincre de me laisser passer. Attention évidemment à pas se tromper de dialogue, sinon il te pète littéralement la gueule. Hein. On n'est pas dans Fallout 4, les dialogues ici, ils sont importants. Là, une fois de plus, un champ de force, donc je vais me ressourcer encore avec un Steam Pack. Une petite sauvegarde au passage. Je suis un peu un paranoïaque de la sauvegarde dans Fallout, et dans tous les autres jeux de l'univers d'ailleurs. C'est pas trop étonnant que j'en abuse, même pour faire une vidéo un peu idiote. Là, on passe à travers le champ de force, et on va gentiment se tirer. Voilà. Alors là, il reste un champ de force. Celui-là, je l'ai tenté sans Steam Pack. Donc, comme vous pouvez le voir, il est possible d'y survivre. Mais il me reste 6 points de vie, là. Donc, c'est quand même un pari assez osé. Je déconseillerais, franchement, ce genre de choses. Vaut mieux dépenser un Steam Pack. Prendre le risque de se faire dézinguer par ça. Et voilà, porte de sortie. On arrive devant le garde. On lui dit que je suis un mutant en mission. Et comme il est con comme une... Enfin, c'est un mutant, quoi. Il est pas très très malin. Il me laisse passer. Et lui, il m'a laissé passer tout à l'heure. Donc, il s'en fout de me voir partir. Et on se barre pour voir une nouvelle petite cinématique. Voilà. Ciao les mutants. Littéralement. Comme vous pouvez le voir, le code d'autodestruction que j'ai activé a plutôt bien fonctionné. Et ça fait exploser les cuves de création de mutants. Alors notez que c'est pas un objectif obligatoire pour finir le jeu, la base militaire. Tu peux finir le jeu sans faire la base militaire. Cela dit, là pour la manière de finir le jeu que je veux faire, j'ai pas le choix parce qu'il me faut en fait la clé que j'ai chopée dans une armoire ici, qui va être en fait un objet extrêmement utile plus tard. Mais tu peux finir le jeu sans finir la base militaire. Si tu le fais, en fait, t'as juste une fin moins bonne. Parce que la base militaire, les cuves vertes qu'on a vu exploser là sont en fait des cuves de création de mutants. Donc si tu finis le jeu sans exploser ces cuves, les mutants continuent à fabriquer leur armée. Donc t'as une fin peut-être un peu moins glorieuse que si tu l'as fait exploser. Et tu perds évidemment l'occasion de récupérer une tonne d'XP aussi, parce que je crois que c'est 10 000 points d'XP faire exploser la base militaire. Donc là, une fois de plus, je suis en train de voyager à travers le désert, donc je vais être un peu victime des aléas, une fois de plus, des rencontres aléatoires. En plus, il me semble que je me suis un peu perdu en chemin à un moment. Je suis allé un petit peu trop à l'ouest, alors que je devais aller un petit peu plus à l'est. Et je chope du coup pas mal de rencontres aléatoires en chemin qui m'ont fait perdre un petit peu de temps. Mais bon, comme je le rappelle, mon objectif n'était pas vraiment de faire un speedrun, pardon, mais plutôt de montrer qu'il est vraiment aisé de finir le jeu très très vite si tu connais les objectifs stratégiques par cœur et que tu sais comment les exploiter. Là, on se fait attaquer par un vilain rat scorpion. On va évidemment prendre la poudre d'escampette parce que le combat, c'est pas trop notre truc. Et le fait qu'on vient de faire exploser une base militaire pleine, on est
plutôt du genre pacifiste. Donc là, c'est l'endroit où je fais l'erreur. Je croyais que j'étais dans la bonne zone urbaine. En fait, c'était pas le cas du tout. Du coup, je me suis un peu perdu dans une zone urbaine, là, ce qui est pas mal. Les mutants qui sont là. Il me semble qu'ils te laissent tranquille si t'as la robe que tu as volée à la base militaire. Donc je pense pas que c'était vraiment nécessaire d'utiliser la technique de je crée des combats alors que personne ne m'a attaqué. Donc là, évidemment, on va utiliser notre puissance du speech pour passer à travers les gardes qui sont devant, ce qui est évidemment important, vu que dans le cas contraire, ils te vaporisent la gueule assez vite avec leurs flingues. Et on va se diriger vers les profondeurs de la base du maître. Il est vraiment cradingue, les gars, vous pourriez faire le ménage. Parfait. Là, on va récupérer un autre objet dont je suis pas vraiment convaincu de la nécessité, disons. Parce qu'en fait, c'est un stealth boy qu'on va trouver là-dedans. Alors, les stealth boys étaient vraiment excessivement rares dans les premiers Fallout. Mais ici, tu peux en trouver deux. Ils vont me servir à être invisible un petit peu plus tard pour accéder à un objectif très très utile. Voilà, on va déverrouiller la porte, déverrouiller l'ascenseur aussi. Le diesel passe partout, c'est un peu giga utile. D'ailleurs, il faudra vraiment qu'il m'explique comment il arrive à déverrouiller un ascenseur à main nue, lui, surtout avec un de force. On va descendre encore un petit peu plus dans les profondeurs. Donc ici, c'est probablement l'endroit le plus dangereux de ce run. Il va falloir que j'arrive à passer au nez et à la barbe de ces deux vaillants gardes mutants qui sont un peu armés comme des oufs. C'est pour ça que je vais essayer de booster mon esquive, là. L'esquive, c'est la furtivité, hein. La traduction française n'était pas non plus irréprochable sur Fallout 1er du nom. Il te permet généralement d'être un peu moins cramé. On va également équiper notre clé qu'on a récupérée à la base militaire et le Stealth Boy. On peut d'ailleurs utiliser que depuis ici, ce que j'ai toujours trouvé assez grotesque, je dois dire. Là, on va se rapprocher de cet ordinateur. Les gardes ne m'ont pas vu parce que je suis invisible. Je vais activer le combat. Voilà. Et utiliser la clé sur ce joli ordinateur. Et je vais essayer de foutre le camp en activant le combat sans me faire voir par les gardes. Alors la subtilité ici, c'est que malgré le fait que tu es invisible, tu peux quand même te faire voir par les gardes si tu actives l'ordinateur. Donc c'est pour ça que j'essaye de créer des combats une fois de plus factices en activant le combat, en appuyant sur A. Pour éviter de me faire voir par les gardes, parce que c'est pareil, ils t'attaquent une fois, t'es mort, hein, lorsque t'es à ce niveau-là. Cause généralement au moins 60-70 points de dégâts par attaque. Comme vous pouvez le voir, je suis aux alentours de 50 points de vie. Donc là, la clé que j'ai récupérée, la base militaire, qui pouvait paraître être un objet anodin dans la base militaire, est en fait la clé du réacteur nucléaire de cet abri qui sert de base au maître, qui est le grand vilain de Fallout 1. Du coup, cette clé que j'ai récupérée à un endroit complètement différent m'a permis d'activer cet ordinateur dans un autre endroit. Une fois de plus, on utilise le speech pour passer gentiment. Voilà, et on fiche le camp au milieu de tout le monde, sans aucun problème. Il y a une autre méthode pour sortir ici, c'est d'enlever la robe de la cathédrale et de parler à un des disciples qui est à l'entrée. Et avec un test de speech suffisamment élevé, tu peux lui dire que tu t'es paumé, ou non, tu peux lui faire du chantage, je crois. Et si tu lui fais du chantage, il te fout dehors. L'avantage, en fait, c'est qu'il te fout dehors de la cathédrale, donc ça te fait sortir plus vite. Mais tu peux le faire également en courant, ça marche aussi bien. Ça t'évite de prendre le risque de te tromper dans le dialogue. Là, on sort gentiment de la cathédrale devant les masses de disciples qui sont en train de se faire laver le cerveau. Hop là. Et voilà comment on finit Fallout en environ 20 minutes. Donc, une fois de plus, une jolie petite cinématique explosive. Voilà. Cadeau. C'est bon pour le moral. Là, en fait, tu vas être immédiatement... Bonjour les gens, aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale, vu qu'on m'a demandé assez souvent de faire une vidéo sur Fallout, et qu'on m'a également demandé de faire une vidéo spéciale pour fêter mes 10 000 abonnés sur YouTube. Je me suis dit qu'on allait faire les deux en même temps, donc je vais faire une vidéo sur Fallout, je vais faire un let's play sur Fallout, je vais finir Fallout en une vidéo, en moins d'une demi-heure.
Donc là, derrière, comme vous pouvez le voir, je suis en train de créer un personnage très très spécial, dans le sens où évidemment, lorsque tu veux finir Fallout très très vite, il faut utiliser des choses pas très très naturelles. Donc c'est pour ça que j'ai énormément de chance par exemple. Ce qui d'ailleurs m'a pas servi tant que ça, mais bon, peu importe. Énormément d'agilité, bien que ce soit toujours utile d'avoir énormément d'agilité dans Fallout, ou que je prenne l'aptitude compétence que je déteste et l'aptitude bon vivant qui est pas nécessairement la plus utile de l'univers. Et mes talents, qui sont donc discours, voleur et passe-partout, qui vont évidemment me servir pas mal pour passer outre tout un tas d'obstacles. Donc là on a notre petite intro. Alors je vais pas zapper les cinématiques, parce que c'est pas un speedrun. Il y a des gens qui peuvent finir Fallout premier du nom, donc celui-ci en 10 minutes ou moins. J'ai pas essayé de faire un speedrun, je voulais juste montrer que je pouvais le finir très très vite. Ou du moins plus vite que c'était prévu, donc j'ai pas zappé les cinématiques que je considère comme intéressantes. Donc pour ceux qui n'ont jamais joué à Fallout premier du nom, là on a notre introduction, où donc l'Overseer, donc le dirigeant de notre abri, l'abri 13, nous envoie à l'extérieur pour aller récupérer une puce d'eau, vu que celle de notre abri est endommagée, et que la réserve d'eau potable de l'abri va donc arriver à court au bout de 150 jours. Donc ça veut dire que la quête principale du jeu, ou du moins la première quête principale du jeu, est limitée en temps. Et évidemment, pour ceux qui connaissent l'univers Fallout, il s'avère que la puce d'eau de l'abri 13 n'était pas défectueuse, mais était en fait volontairement censée se casser au bout d'un moment, vu que les concepteurs des abris sont des putains de sadiques. Donc là, on va se retrouver dans la première cave du jeu qui est remplie de vilains petits rats. Je vais également sauvegarder. J'ai pas fait ce run en une seule traite. Je crois que j'ai rechargé une sauvegarde à 2 occasions. Alors ça apparaîtra pas dans la vidéo grâce à la magie du montage, mais je crois que j'ai rechargé une quick save à 2 occasions. Mais c'est pas non plus super nécessaire de le faire, c'est juste que comme c'est un jeu dans lequel il y a un certain facteur de hasard, même lorsque tu connais le jeu par cœur, tu peux parfois te faire avoir par ce facteur de hasard. Donc là, vous vous demandez peut-être pourquoi les rats ne m'attaquent pas dans cette cave. Eh bien, c'est très simple. Dans Fallout, lorsque tu déclenches le combat toi-même, c'est-à-dire lorsque tu attaques l'ennemi plutôt que lorsque tu attends que l'ennemi t'attaque, c'est toi qui as le premier tour. Du coup, là, ce que je fais, c'est que j'active des combats artificiellement en appuyant sur le bouton A, ce qui me donne le premier tour d'initiative et me permet donc de foutre le camp avant que les rats aient l'occasion de me suivre. C'est une petite astuce qui est d'ailleurs considérée comme un exploit. C'est une petite astuce qui va me permettre d'esquiver certains combats, vu que mon personnage n'est pas du tout étudié pour combattre, vu qu'il n'a pas du tout de force et pas du tout d'endurance. Donc là, on peut se demander, si on est un novice, pourquoi est-ce qu'il part complètement à l'ouest alors que son overseer lui a dit d'aller à l'est? Eh bien, parce que je sais que l'objectif de ma quête est à l'ouest, donc je m'y rends. Donc là, c'est ce dont je parlais, Fallout 1, et même les autres Fallout sont des jeux qui ont un certain facteur de RNG, comme on dit, n'est-ce pas? Random Number Generator, donc un facteur aléatoire, et là je suis tombé sur une rencontre aléatoire. C'est, comme vous pouvez le voir, un petit groupe de rataupes. Comme vous pouvez le voir, ils étaient bien plus effrayants, les rataupes, dans les premiers Fallout qu'ils le sont désormais dans les Fallout en 3D. Mais bon, ça, tu peux pas vraiment y faire quoi que ce soit, hein, même quand tu connais le jeu par cœur, même quand tu t'es mis 10 de chance pour essayer justement d'éviter ce genre de choses, il arrive que tu tombes sur des petites patrouilles au milieu du désert qui évidemment veulent te péter la gueule. Mais il suffit, comme vous pouvez le voir, de s'enfuir pour éviter d'avoir à combattre, puisque je le rappelle, mon personnage est littéralement une crotte, enfin non, littéralement non, et figurativement une crotte au combat, donc je vais pas combattre du tout. Donc là j'arrive